Bonsoir à tous, très heureuse d'être avec vous en ce dimanche 25 mai. Voici sans tarder les titres. Valentin Vachereau est-il prêt pour son entrée en lice à Roland-Garros? Nous recevrons dans ce journal le coach du licencié monégasque Benjamin Ballery. C'est l'actualité de la semaine. Monaco a lancé sa présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. La protection des femmes ou encore les droits des enfants. Nous reviendrons dans un reportage sur la première réunion de la principauté à Strasbourg, au cours de laquelle ont été présentées les thématiques phares de ces 6 prochains mois. Pour approfondir, l'ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès du Conseil de l'Europe, Gabriel Revel, sera notre invité. Et puis nous allons philosopher. Les 5 auteurs finalistes du prix Philo Monaco de l'essai 2026 étaient réunis à la Maison de la Poésie à Paris. Rencontre à suivre. Les rencontres du tableau final de Roland-Garros ont débuté aujourd'hui. Le monégasque Valentin Vachereau, lui, entrera en compétition demain face à un joueur issu des qualifications. Il s'agit d'un Français, Thomas Forel. Et pour évoquer ce début de compétition, on reçoit aujourd'hui le coach de Valentin. Bonjour, Benjamin Ballery. Bonjour. Avant toute chose, comment se sent Valentin? Est-ce qu'il est prêt pour ce début de tournoi? Oui, prêt il l'est. On a fait en sorte qu'il soit le mieux préparé possible pour ce Roland-Garros, malgré des petits soucis au pied ces dernières semaines. Mais voilà, mardi il va commencer contre comme vous l'avez dit, Thomas Forel, et puis il va tout faire pour déjà passer ce tour-là. Cela fait plusieurs semaines qu'il n'a pas joué en compétition à cause d'un pépin physique. Est-ce qu'il a retrouvé depuis toutes ses capacités? Oui, les capacités sont là. Après, c'était pas idéal parce qu'on n'a pas pu travailler comme on le voulait. C'était très restreint au niveau des heures sur le terrain. Donc voilà, il n'a pas la caisse pour comme on aimerait qu'il ait idéalement pour un tournoi du Grand Chelem. Mais voilà, il va pouvoir défendre ses chances à fond, et à lui de faire en sorte que les matchs ne durent pas trop, on va dire, pour que voilà, qu'il ne soit pas trop atteint physiquement. Mais sincèrement, même de ce côté-là, il est capable de nous surprendre, et il a quand même bien bossé en salle. Donc voilà, ça c'est pas idéal, mais il est prêt quand même. Pour ce premier tour, Valentin va faire face à un jeune Français de 20 ans. Il est annoncé comme favori, mais jouer contre un Français à Roland-Garros, c'est toujours quelque chose de spécial. Oui, comme vous l'avez dit, Français à Roland-Garros, jamais évident. Il aura tout le public contre lui. Valentin, en tout cas, le public sera derrière le Français. Mais ça n'a jamais vraiment gêné Valentin, cette configuration-là. Donc voilà, c'est un qualifié qui a déjà gagné 3 matchs ici, donc qui arrive en confiance, qui a un petit peu la folie de la jeunesse et de la nouveauté. Donc à Valentin d'avoir le niveau nécessaire pour le battre sur le terrain, voilà, par rapport juste au jeu, et pas se soucier de ce qui se passe autour. Concernant le reste du tableau, est-ce qu'on peut estimer que Valentin a été chanceux? C'est un tirage plutôt favorable concernant ses potentiels adversaires lors des prochains tours. Alors déjà, on se concentre surtout sur le premier tour, on ne regarde pas trop ce qui se passe après. Comme on dit, on fait match par match. Et après, voilà, de toute façon... ce sera, comme je dis, voilà, match par match. On sait qu'il est tête de série, donc protégé des tout meilleurs sur les premiers tours. Mais voilà, ça on en discutera après si ça passe sur ce tour-là. Évidemment, comment parler de tennis avec vous sans évoquer le regard que vous portez sur Roland-Garros? C'est une compétition mythique à laquelle vous tenez. Bien sûr, moi j'y ai joué, donc je sais ce que ça fait d'être sur ces cours-là, dans cette ambiance-là. Valentin a grandi aussi avec. Derrière Monte-Carlo, c'était le tournoi qu'il faisait le plus rêver, je pense. Il faudra lui poser la question, mais je pense. Voilà, il y a un engouement. En plus, il fait hyper beau cette semaine, hyper chaud. C'est bien aussi pour Valentin, c'est bien pour le public, c'est bien pour tout le monde. Donc voilà, j'espère qu'il va profiter au mieux du moment, et que ce moment durera le plus longtemps possible pour lui. Merci beaucoup Benjamin Ballery de nous avoir accordé ces quelques instants, et bonne chance évidemment à Valentin pour son entrée en lice. Merci beaucoup.
Il va lui aussi donner son maximum pour porter haut les couleurs de Monaco au Canada. C'est à Montréal que va se dérouler le 5e Grand Prix de la saison de Formule 1 ce soir à 22h et Charles Leclerc s'élancera de la 8e position. Le Monégasque a terminé 5e de la course sprint et doit reprendre confiance avant sa course à domicile dans 2 semaines. Revenons sur cette actualité qui a marqué la semaine. La principauté assure la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. C'est une première. Mercredi, Monaco a présidé sa première réunion à Strasbourg. Retour sur cette journée historique avec Émilie Rousseau et Hugo Comasa. La protection de tous par une organisation efficace pour répondre aux défis contemporains, c'est ainsi que la principauté a souhaité axer sa présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Au cœur des priorités monégasques, la lutte contre les violences faites aux femmes, la protection des droits de l'enfant et de la jeunesse, ou encore le sport comme vecteur de protection ou d'inclusion. Ce sont ces points et tant d'autres qu'Isabelle Béraud-Amadei, ministre des Relations extérieures et de la coopération, a rappelé devant les 46 États membres du Conseil de l'Europe lors de la première réunion du comité des ministres sous présidence monégasque. L'opportunité aussi pour Monaco de réaffirmer son attachement aux valeurs promues par le Conseil de l'Europe. La principauté est très attachée d'abord au multilatéralisme et le Conseil de l'Europe est une enceinte pour cela. Et puis les valeurs qui sont portées par le Conseil de l'Europe, j'ai toujours l'occasion de dire, quelle que soit sa taille, un pays a son rôle à jouer pour promouvoir ces valeurs et je crois que la principauté y étant viscéralement attachée, notre crédibilité est tout à fait évidente et on aura de cesse pendant cette présidence de les réaffirmer. En amont de cette première réunion, Isabelle Béraud-Amadei s'est entretenue avec Zoltán Tobner, secrétaire du comité des ministres, puis Alain Berset. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe porte un regard constructif sur la présidence monégasque. D'avoir un État avec cette expérience, avec cette stabilité, qui n'a pas d'agenda caché, qui dit ce qu'il pense et qui fait ce qu'il dit. Ce sont exactement les valeurs dont on a besoin aujourd'hui pour faire avancer les idéaux du Conseil de l'Europe et de savoir Monaco fortement engagé, non seulement sur des slogans, c'est pas une théorie, mais vraiment pour les droits des enfants, pour les droits des femmes, pour l'intégrité dans le sport, pour prendre juste ces 3 éléments, avec ce très fort soutien qu'on a pour la Convention européenne des droits de l'homme et le système de la Convention qui a créé cet espace légal commun à l'ensemble de l'Europe. Eh bien, cet engagement, il est naturellement très très important et au bon moment. Un programme riche entre Strasbourg et Monaco sera proposé lors de ces 6 prochains mois et mobilisera les institutions monégasques. Plusieurs temps forts, aussi bien politiques que culturels, rythmeront l'agenda. Stella Almondo a d'ailleurs lancé de la plus belle des manières le programme culturel avec un intermède musical. Ces quelques notes de Bach puis de Liszt auront touché l'auditoire. Nous allons accompagner ces mois de présidence par des événements culturels qui vont se dérouler autour bien évidemment des expositions, des concerts, des projections et du théâtre également. Donc nous sommes ravis d'accompagner la politique par la politique culturelle et de montrer notre savoir-faire comme Stella Almondo vient de le faire. C'est un immense bonheur. Je suis très heureuse de pouvoir apporter la musique, le piano ici et puis de représenter Monaco. À chaque fois, c'est une émotion particulière et il y avait beaucoup d'émotions durant cette cérémonie, donc je suis très heureuse d'avoir pu amener la musique ici. Conformément à la tradition lors de l'accession d'un pays à la présidence, le drapeau de Monaco a été hissé sur le parvis du Conseil de l'Europe et devant la mairie, en centre-ville de Strasbourg. Un tramway s'est également habillé aux couleurs de la présidence, le rouge et le blanc, couleurs que la principauté partage avec l'Alsace. Depuis Strasbourg, Monaco dispose de 6 mois pour marquer cette présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe, alors que le continent fait face à des crises et à des défis majeurs. Une présidence qui invite Monaco à incarner avec détermination et exigence les valeurs du Conseil de l'Europe, à savoir les droits de l'homme, l'état de droit et la démocratie. Et pour aller un peu plus loin sur les enjeux de cette présidence, Émilie Rousseau a pu s'entretenir auprès de Gabriel Revel, ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès du Conseil de l'Europe. Entretien. Bonsoir monsieur l'ambassadeur.
Bonsoir Madame Rousseau. Merci d'être notre invité dans le cadre de la présidence monégasque du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. On va tout d'abord faire un petit point pour éviter la confusion entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Quelle est la différence et surtout quel est le rôle du Conseil de l'Europe ? Alors, la différence entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe se situe déjà dans le nombre d'États qui la composent. Le Conseil de l'Europe comprend 46 États membres alors que l'Union n'en comprend que 27. Et l'autre différence repose aussi sur les compétences. Le Conseil de l'Europe se focalise sur les questions d'état de droit, de droits de l'homme et de la démocratie, alors que l'Union européenne a une compétence beaucoup plus large, notamment sur les questions commerciales. Monaco a adhéré au Conseil de l'Europe en 2004, il y a plus de 20 ans maintenant. Cette présidence du Comité des ministres est historique. Hein. Tout à fait, c'est la première fois que nous accédons à cette fonction, donc c'est à la fois un honneur et une responsabilité. Oui, une grande responsabilité. C'est l'occasion aussi pour Monaco de réaffirmer ses engagements et puis le soutien aux valeurs du Conseil de l'Europe. Oui, c'est l'occasion de montrer aussi notre engagement permanent dans ce domaine, mais aussi de montrer notre capacité à pouvoir exercer aussi ce type de fonction sur la scène internationale. C'est là où la taille du pays ne compte pas, là. Hein. Tout à fait. C'est effectivement, ici, au Conseil de l'Europe, chaque pays a une voix. Il compte 39 000 habitants ou 80 et quelques millions pour la Turquie et l'Allemagne. Vous allez assurer cette présidence pendant 6 mois. Comment vous avez conçu le programme et surtout les priorités dans lesquelles Monaco va s'engager ? Alors, c'est un travail qu'on a mené depuis déjà 2 ans, qui a été établi petit à petit en fonction aussi des priorités de la principauté et celles du Conseil de l'Europe. Nous avons donc identifié 5 thèmes prioritaires, qui sont le soutien au système conventionnel, la protection des droits de l'enfant, des droits des femmes, la lutte contre la criminalité organisée et le sport. Il faut dire aussi que vous arrivez avec une forte expérience. Vous avez présidé les réunions du Comité des ministres dans son format droits de l'homme. Hein. Oui, c'est la tâche qui incombe à l'État qui s'apprête à présider le Comité des ministres. Donc j'ai eu l'occasion de présider 2 sessions d'une semaine en décembre et en mars dernier. Et effectivement, c'est très formateur pour pouvoir se préparer au CM. Et comment vous avez vécu aujourd'hui cette journée, cette première présidence monégasque du Comité des ministres ? Mais c'était une journée riche en émotions, puisque effectivement, c'est aussi la concrétisation de tout le travail qu'on a mené avec nos équipes depuis 2 ans. Donc c'est à la fois le fait de réaliser qu'on commence à prendre cette présidence, donc les charges qui vont avec, mais aussi la joie aussi de voir se concrétiser tout ce travail. Eh bien, on vous souhaite une belle présidence, Monsieur l'Ambassadeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Ils se sont attaqués à un monument de la culture anglaise et occidentale. Les élèves de la section internationale du lycée Albert Ier organisaient la 5e édition de leur Shakespeare Festival. Cette année, 2 pièces étaient jouées au théâtre du Fort Antoine. D'abord le chef-d'œuvre Othello dans une version raccourcie et puis la comédie Comme il vous plaira. Yannick Debever et Hugo Comasa ont assisté à l'événement vendredi. Dans le cadre magnifique du Fort Antoine et sous un soleil radieux, une vingtaine d'élèves de la section internationale du lycée Albert Ier s'est produit sur scène. Et c'est désormais une tradition pour eux puisqu'il s'agissait là du 5e Shakespeare Festival. Au départ, l'inspiration vient d'un festival Shakespeare qui existe déjà à New York, à Central Park, qui s'appelle Shakespeare in the Park. Et donc au départ, c'était une espèce de défi de voir si ça allait marcher ou pas. Et au fil des ans, c'est devenu une tradition, un rendez-vous dans l'année scolaire des élèves, très attendu. Et donc j'espère que la tradition va perdurer. 2 pièces au programme cette année, Othello et As You Like It. Une tragédie et une comédie, 2 styles bien différents pour plaire à tous ces élèves heureux de se retrouver lors de chaque répétition. Jouer 2 pièces, c'est également le symbole de l'engouement des élèves envers le théâtre et plus particulièrement envers William Shakespeare. Je trouve que c'est une expérience très chouette, c'est une opportunité d'enrichir son vocabulaire. Jouer du Shakespeare, c'est pas jouer n'importe qui. Il y a beaucoup de mots et ils sont emmêlés. Shakespeare, en fait, c'est un peu l'inventeur de la moitié de la langue anglaise. Il aime bien changer les mots, inventer des mots. Et donc c'est un peu dur à prononcer, mais on s'y habitue rapidement. C'est vraiment super familial, en tout cas quand on arrive en première, puisque en seconde encore, il y a des gens qui peuvent partir. D'ailleurs, j'espère pour tous les secondes qui vont rester, parce que c'est vraiment une section super. Et pour la première, c'est vraiment génial
un aspect très familial, tout le monde s'entraide, se connaît, c'est vraiment super. L'atmosphère est incroyable, on est entouré d'arbres, de la nature et surtout jouer quand on a par exemple le coucher de soleil ou quelque chose comme ça, c'est juste incroyable quoi. Cette 5e édition était particulière à plus d'un titre. Dans une année perturbée par des déménagements et l'absence d'un établissement scolaire fixe pour les élèves du lycée Albert Ier, les encadrants et les élèves ont tout fait pour maintenir ce projet. Au départ, j'ai envisagé, mais ça a duré très peu de temps, de ne pas la monter cette année, étant donné les difficultés. Parce que quand nous sommes sur le rocher, on descend au Fort-Antoine, c'est très facile de répéter. Là, c'était beaucoup plus difficile de le faire. Et puis les élèves étaient très demandeurs, donc j'ai décidé de me lancer quand même là-dedans. Alors je n'imaginais pas qu'ils me demanderaient une deuxième pièce, mais voilà. La lumière de la fin de journée au Fort-Antoine a sublimé les performances de ces jeunes comédiens téméraires, sous le regard fier des parents et des professeurs. Eux aussi peuvent être fiers puisqu'ils sont finalistes du prix Philo Monaco 2026. Les 5 auteurs étaient réunis cette semaine à la Maison de la Poésie à Paris pour échanger sur de nombreuses thématiques en lien avec leurs œuvres. Le tout en présence des cofondateurs des rencontres philosophiques de Monaco et de Charlotte Casiraghi, sa présidente. Nos correspondants Justin Adel et Jérémy Henry ont pu suivre l'ensemble des échanges. C'est une table ronde qui a duré plus d'1h30, un échange profond et philosophique en présence d'un public parisien attentif. 5 finalistes qui ont fait part de leurs analyses sur des questions essentielles, au cœur même des ouvrages qui pourraient leur permettre d'être lauréats. Un échange enrichissant, même pour les premiers concernés. Non seulement j'ai appris des choses, mais j'ai apprécié le fait de pouvoir ouvrir au fond le discours depuis lequel j'ai écrit à d'autres questions, d'autres problématiques. Le rapport de discussion qu'on peut avoir avec d'autres auteurs est le même que celui qu'on a quand on lit un livre, c'est-à-dire qu'on s'expose aussi. Et même si on écrit tous en français, mais on ne parle pas la même langue, on ne vient pas du même univers théorique ou philosophique. Des finalistes sélectionnés parmi près de 200 ouvrages, une sélection toujours difficile à réaliser. Elle est peu évidente, elle est difficile, elle est douloureuse, mais elle est le fruit de délibérations, de discussions passionnantes. Certains livres sont éliminés de façon assez facile. Par exemple, quand il s'agit de monographies, quand il s'agit d'ouvrages trop techniques, incompréhensibles, ou au contraire, quand il s'agit d'une vulgarisation éhontée parce que trop simplificatrice. Et donc, il en reste quand même beaucoup. Et du coup, là, c'est nos discussions qui font que peu à peu, on enlève, toujours avec un petit arrachement du cœur, parce que c'est toujours difficile d'éliminer quelqu'un. Parmi eux, le lauréat du prix Philo Monaco de l'essai 2026, qui sera remis le 25 juin prochain, en principauté. À travers une approche immersive, l'exposition The Spring Issue regroupe plusieurs artistes aux univers différents mais complémentaires autour d'un même fil conducteur, la lumière, la matière et l'émotion. Une invitation à ralentir, à découvrir en ce moment à l'Espace 22. Les précisions de Christine Petit-Homel sur les images de Camille Caloni. Jusqu'au 14 juin, à l'Espace 22, plusieurs artistes y explorent la lumière, la matière et l'émotion avec une volonté commune, replacer l'humain au cœur du processus créatif. Parmi eux, Julia Jaconda propose des œuvres au format rond, tout en douceur, des créations inspirées par la nature qui jouent sur la perception et apportent une forme d'apaisement. Usually I use round. Why it's round? Because for me it's symbolic. It's, do you know, it's a figure for continue and non-stop, you know. It's very philosophic. Une sensibilité que l'on retrouve aussi dans le travail de Serena Bonomi-Carcourt du studio Art Vision. Avec son œuvre Twiga Sunset, elle accorde une place centrale à la lumière, pensée comme un véritable vecteur d'émotion. Pour la lumière, parce que je suis sensible en fait à l'émotion qu'elle procure. Chaque moment de la journée, chaque moment de l'année ne procure pas les mêmes émotions. On peut se retrouver devant un paysage comme un crépuscule où on ressent une certaine forme de douceur et en même temps une petite mélancolie mais heureuse. Et puis parfois en plein été, on est là, il fait beau, il fait chaud, on est avec des amis, on ressent cette joie profonde en fait qu'il y a en plein milieu de l'été.
Autre approche plus technique cette fois avec Brett Gradel. Son travail mêle savoir-faire ancestraux et création contemporaine où la matière devient alors illusion. La symbolique, c'est que j'utilise des techniques ancestrales pour composer des tableaux modernes. Donc j'utilise principalement de la marqueterie de bois, la sculpture et la scaliola. C'est un art de recomposer du marbre. Pour celui-ci, par exemple, c'est le couple qui m'inspire, où j'essaie de trouver des formes géométriques dans leur posture. Et je joue avec les textures des bois, des matières, la pierre ou différents métaux, comme le laiton, le cuivre et des feuilles d'or. Des univers différents mais complémentaires qui dialoguent au fil du parcours. Une exposition immersive à découvrir de toute urgence à l'Espace 22 jusqu'au 14 juin. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez bien avec nous, dans un instant, la météo de Yannick Debever arrive. Et demain, à l'occasion des 10 ans du Team Malizia, nous vous proposons de réécouter le podcast de son fondateur, Pierre Casiraghi. Ce lundi de Pentecôte, c'est Fabien Bonilla qui aura le plaisir de vous retrouver à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info et de bien profiter de ce week-end qui se prolonge. À très vite. Bonsoir à toutes et à tous, nous démarrons cette nouvelle semaine comme nous avons terminé la précédente, à savoir sous un soleil plein. Les températures continuent même d'augmenter avec 22 degrés au lever du jour et jusqu'à 30 au meilleur de la journée. Ce lundi 25 mai, Sainte Sophie est à l'honneur.